En 1954, la République démocratique du Congo avait les mêmes conditions d'études que celles offertes dans les grandes universités des États-Unis. Après 32 ans de dictature, plus de 17 ans de guerre, arrive la misère. La corruption. L'homme congolais est arrivé au point où, devant l'argent, il n'existe plus. L'harcèlement sexuel. On dit que c'était autre chose, tout ça. Et c'est l'enseignement, bien sûr, mais l'enseignement n'exclut pas les sentiments. Au milieu de ce chaos général, il continue à espérer. I still believe there is a bright future for the Congo. Un film produit par Congo Mikili Cinéma, par le même réalisateur du documentaire, Mamadou Ndala. Hope in Darkness, l'espoir dans l'obscurité. Disponible en vidéo, en demande sur Congo Mikili à partir du 1er mai 2015, à seulement $4. Bonsoir, bonjour, Bandeko Nyoso Bazolanda Biso, en ligne, Toza Ndeko Yves Kabemba, qui a une annonce très importante pour toute la communauté congolaise en général et les adeptes du site congomikili.com en particulier. Ndeko Yves Kabemba, nous savons qu'aujourd'hui c'est un très grand jour pour vous et pour Congo Mikili aussi, parce que vous êtes en train de lancer quelque chose de nouveau. Est-ce que vous pouvez nous en dire beaucoup plus? Ok, comme des gens ont vu sur le site Bajour, les gens ont vu qu'on a lancé Congo Mikili Cinéma. On a eu beaucoup d'appels, des gens se sont demandé c'était quoi, mais généralement, c'était un projet sur lequel on travaille depuis presque plus de 2 ans. Donc, nous avons remarqué que la vraie histoire du Congo se racontera par les Congolais. Donc, tout ce qui a toujours Mundele à raconter à Kébéa, c'est la documentaire dans Mboka Nabiso. Et ça a toujours intérêt à Mundele. L'initiative autour d'Ango, c'est vraiment que Batouba, Meka, qu'on se mette ensemble, d'essayer de supporter ces jeunes Oyo, besoin investir, voyage au Congo, qu'on filme dans des conditions un peu difficile, et tracasserie à la police na Congo. Finalement, pour produire film documentaire à Boé pour que Bino Botala, bon en réalité, Bana Bino Batala, qu'est-ce que la vraie histoire du Congo? Que tam sous que soy biso pour changer Congo anate na vécu na biso tam sous bana biso bakotala film wana bakembe ko ça relève, il y a combat pour le changement. Ok, moi, Motuna Souk, avant de clôturer, tu as remarqué que qualité est vraiment l'icolo par rapport à chaque jour dans Congo Mikili. Est-ce que et l'on est poussé au servir na table il y a Congo Mikiliste, il y a Congolais en général, plat moko boye de qualité boye. Mais au fur et à mesure, on a $4 seulement. C'est-à-dire que Batou Bakozala, Bakota documentaire, on a échange à $4. Mais na boule toujours à Congolais. Moutako Sumbila yo calculatrice, ça moi calcule, on dit que non, Yves Kabemba a qu'on voit Masso qui n'a pas documentaire. Est-ce que on peut expliquer Batou? Non, est-ce qu'on peut expliquer Batou à quoi va servir cet argent? Celui-ci est un projet singleton ou bien il y a une continuité des documentaires où ils ont prévu pour l'avenir? Il y a une continuité des documentaires où il faut continuer, se produire. Tout ça, tout à qualité. C'est parce que le premier film, on a voulu sortir nos premiers fonds, sortir de l'argent, financer des voyages, il faut vraiment amona un peu ce que déjà ces jeunes peuvent faire, c'est que on peut produire
et comme ça, les $4 wana oyo tout se fera automatiquement en ligne. C'est très simple. Cliquez kaka, fouti $4 na yo, otali film na yo quoi. Donc et cet argent-là va servir à financer d'autres documentaires. Donc ça, mongo toujours compter que ça a un bénéfice. Ça va utiliser pour financer encore histoire de na Congo. $4, ils ont moins qu'une bouteille de Neken en boîte de nuit. Alors, ceux qui battent ça, la moins effort. On tient à signaler que le documentaire sera disponible et available on demand à partir du 1er mai en anglais et en français. Papa et maman et les enfants, vous pouvez juste cliquer wana fouta $4 na yo bota lango. Je parie que Bokozana soirée Mokobo est bien réuni autour de la problématique du Congo. Et puis, Ndekoïf Kabemba pour votre temps. Ok, merci. Ndenge nini kosala pona ko benga Congo na benga Congo. L'heure ozana Congo Mikili, cliquez likolo place bakomi, appelez le Congo à moins cher. Sima, créez compte na yo, pe kotisa mot de passe na yo. Simanango, cliquez likolo, place bakomi, acheter. Enfin, pour un montant, il y a carte Oyo Olingi. Mbala moko unité ekozala recharger na compte na yo. Okoki kobenga à partir ya téléphone portable to ya téléphone fixe. Ngasi na babenga na benga Congo. Na basombela nga pe na carte benga Congo babenga na lemba lisolo. Nga moko na ye. Na sombi benga Congo. Na sololi. Na resololi. Na sololi. Pona mituna to mindondo, benga biso na 001 514 700 2199. Olingi ko benga Congo, bengacongo.com. L'analyse du jour. Bonsoir et bienvenue à l'analyse d'aujourd'hui. En ligne avec moi, j'ai le professeur Emongo. Professeur Emongo, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Donc, à l'analyse d'aujourd'hui, nous avons encore 3 sujets. Le premier sujet, c'est l'opposition qui s'inquiète de l'indisponibilité de Malou Malou. Quelle est votre lecture par rapport à ces sujets? Eh bien, 2 choses très simples. L'opposition a parfaitement raison de s'inquiéter. Monsieur Malou Malou, en fait, abat de son état, mais j'ai tellement peu de respect, je le dis ouvertement, tellement peu de respect pour ce qu'il fait, que je préfère le considérer comme monsieur Malou Malou. Eh bien, son indisponibilité, premièrement, peut vouloir dire que le processus en lui-même électoral risque de connaître un flottement, pour ne pas dire une suspension, parce que nous savons très bien comment fonctionnent les institutions chez nous. C'est le chef, c'est le président de l'institution qui se sent investi de plein pouvoir, et quand le président n'est pas là ou n'est pas d'accord, ben, l'institution est pratiquement paralysée. Que cela arrive, et j'espère que ça n'arrivera pas, parce que normalement et en temps normal, selon la loi organique et la loi électorale elle-même, c'est le bureau de la CENI qui devrait organiser les élections et non pas Malou Malou en tant qu'individu. Alors, si donc il arrivait que pour raison d'indisponibilité de son président, la CENI se mettait à flotter, à jouer des prolongations, mais ça pourrait vouloir dire que donc cette situation contribuerait à prolonger également à pérenniser, si vous voulez, le pouvoir du régime actuel. Ceci, si vous voulez, c'est l'argument faible parce que je ne crois pas trop que ce soit le cas, mais on ne sait jamais parce que dans nos pays, nous savons très bien que quand le président n'est pas là, à peu près tout s'arrête. Deuxième élément d'analyse,
je l'ai dit un petit peu là en passant, c'est un bureau qui devrait organiser le scrutin, mais regardez un peu comment s'est faite la passation de pouvoir entre le bureau de l'ancien président et celui de Malou Malou. Vous changez pratiquement tout le personnel, c'est-à-dire Malou Malou arrive avec son équipe à lui pratiquement, pas seulement le bureau, mais aussi des gens, je connais personnellement des gens qui ont travaillé à la CENI, qui ont été des formateurs, qui ont développé une expertise à travers le Congo pour donner la formation sur la manière de tenir le scrutin. Mais tous ces gens-là ont été mis à la porte sans d'ailleurs indemnité de sortie. Alors les nouveaux qui sont venus, maintenant il faut tout refaire. C'est un peu comme ça que ça se passe chez nous. Et ça c'est un élément plus qu'inquiétant de l'indisponibilité de Malou Malou, parce que ça voudrait dire en ce moment-là, comme l'a dit d'ailleurs l'opposition à juste titre, c'est le premier vice-président qui est un homme du pouvoir, qui représente véritablement, il faut se le dire, Joseph Kabila à la CENI. Alors ça voudrait dire que c'est lui finalement qui dirige cet organisme. Alors que le rôle de la CENI, c'est d'être l'outil de la transition démocratique entre la législation ou la législature en poste et la prochaine législature. Vous vous souviendrez, et vos internautes avec nous deux, M. Kabemba, que avant d'aller aux élections, n'est-ce pas, le gouvernement est réputé démissionnaire. Donc il y a une suspension, si vous voulez, des institutions. Alors la CENI joue ici véritablement le rôle d'institution fondamentale de transition. Transition ne veut pas dire coupure, ça veut dire tout simplement que la CENI assure en quelque sorte à la fois la continuité de l'État au cours de cette transition et devient le lieu par excellence de la légitimité, parce qu'il y a rabattement du pouvoir pour le ramener entre les mains du peuple. C'est le peuple souverain qui va décider à qui il confie son destin. Alors, entre ceux à qui il l'a donné avant et ceux à qui il va donner son destin, eh bien, le peuple s'en remet à la CENI. Voilà pourquoi que Malou Malou soit indisponible, en soi, ça ne devrait pas poser problème, parce que la CENI devrait continuer de fonctionner. Mais dans la situation de chez nous, nous savons très bien que lui indisponible, ça veut dire le premier vice-président à pignon sur rue, et donc le pouvoir en place a encore plus de facilité à faire passer tout ce qu'il veut. Voilà donc, si vous voulez, M. Kabemba, les deux éléments d'analyse. Oui, on a raison de s'inquiéter, mais encore une fois, est-ce que Malou Malou ou son bureau ou le premier vice-président ou n'importe qui, est-ce que nous comprenons très bien le rôle essentiel de la CENI en tant qu'organe de transition démocratique d'une législature à une autre, en tant qu'institution ou même super institution qui maintient la continuité de l'État en tant que le lieu de la légitimité populaire, tout court. Mais une structure si importante comme la CENI, selon vous, est-ce qu'elle pourrait vraiment être indépendante avec Malou Malou à la tête et quelle serait, selon vous, la façon idéale pour vous de constituer une commission électorale neutre comme ça se fait ici en Occident? Bien, mais écoutez, je pense me souvenir que la prolifération des CENI, CEI, etc., un peu partout en Afrique noire, tient un élément, un argument qui, à un moment donné, a prévalu, disons que il nous faut, à l'occasion de chaque scrutin, avoir de nouveaux visages qui organiseraient ce scrutin, parce que si on a une seule institution qui dure, elle va s'inféoder assez facilement au pouvoir régnant. Mais les faits nous démontrent que précisément les institutions ou l'institution appelée CENI dans le cas du Congo, et pas seulement, cette institution roule pour le régime en place. Malou Malou a été aux affaires à la CEI en 2006. Nous savons très bien que l'élection, oui, le peuple a gagné,
mais l'élection elle-même n'a pas été tout à fait transparente. Jean-Pierre Bemba l'a dit, et Jean-Pierre Bemba, très peu de gens se souviennent qu'il a contesté légalement jusqu'à la Cour suprême de justice, faisant office de Cour constitutionnelle. Il a contesté les résultats de cette élection, mais politiquement, il a eu c'est ce qu'on appelle un homme d'État. Au moins pour ce fait-là, Jean-Pierre Bemba s'est comporté en homme d'État en disant pour le haut intérêt de la nation, ben, je reconnais ma défaite, même si l'élection n'était pas transparente. Alors donc, aujourd'hui, quel serait le meilleur procédé? Je dois vous avouer que je ne sais pas. Ce que je sais avec certitude, c'est que ce n'est pas l'institution vaut ce que valent les hommes qui la composent, qui la dirigent. Dans le cas de la CENI au Congo, Kinshasa, disons dans la troisième République, mais les deux élections que nous avons vécues, et la dernière qui aurait dû tirer les leçons de la première et qui aurait dû être meilleure. J'ai rarement vu dans l'histoire de l'humanité un chaos à ce niveau-là. Vous avez vu comme moi des images des urnes avec plein de bulletins qui étaient abandonnés à la pluie. Ça veut dire que le président de la CENI, le bureau de la CENI, etc., s'en foutait, permettez-moi l'expression, totalement, n'est-ce pas, de la volonté populaire. Les dés étaient déjà jetés d'avance. Alors, avec cela, vous aurez remarqué, par exemple, au moment où nous parlons, pour revenir un petit peu à Malou Malou, déjà nous ignorons quels sont les critères objectifs qui ont présidé, n'est-ce pas, à sa cooptation comme président de la CENI. Alors que nous savons très bien que 2006 n'était pas totalement une réussite. Deuxièmement, sa feuille de route, un des premiers documents qu'il sort, hautement suspecte. Vous savez très bien qu'en ce moment-là, il préconisait déjà l'élection au suffrage indirect des députés provinciaux, nationaux et même du président de la République. Comme s'il n'y avait aucune loi électorale dans ce pays, Malou Malou arrivait, puis il se mettait à faire des propositions de la manière de tenir l'élection, c'est-à-dire qu'il se mettait en fait au-dessus de la loi. Mais à y regarder de près, en fait, il y a un autre élément. Il a sorti son calendrier électoral hautement suspect lui aussi, dans lequel d'ailleurs il proposait comme préalable à l'élection présidentielle un recensement administratif de la population, ce qui aurait eu pour conséquence de repousser, de prolonger encore la durée de vie de Kabila au pouvoir et donc du régime actuel. Alors, posons-nous des questions. Toutes ces gesticulations de Malou Malou entraînant avec lui la CENI, y compris en violant la loi électorale, parce que c'est de cela dont il s'agit. Eh bien, au niveau de l'analyse, vous verrez très facilement qu'il y a deux choses qui émergent. La première chose, c'est une certaine caractéristique. C'est comme si tout se passait, comme si Malou Malou lançait des ballons d'essai dans l'opinion et observait comment allait réagir l'opposition et le peuple du Congo. Et vous savez ce qui s'est passé les 19, 20 et 21 janvier à cet effet contre l'idée, n'est-ce pas, du recensement comme préalable à l'élection présidentielle en 2016. Deuxième élément conclusion que je tirerai de là, en plus de cette caractéristique, c'est une constante. À peu près toute la gestuelle de Malou Malou à la tête de la CENI tend à avantager Kabila, ou le camp Kabila, ou la majorité comme vous voudrez. Pourquoi? Parce que ce soit sa feuille de route, élection présidentielle au suffrage indirect, que ce soit le calendrier électoral avec comme préalable le recensement administratif, mais tout cela aurait comme effet qu'on diminuerait la légitimité des élus, enfin de certains élus les plus haut placés de notre pays, et ensuite ça pourrait prolonger la durée de vie de Kabila au pouvoir. Voilà donc la réalité de la CENI à travers celui qui préside à cette destinée. Voilà pourquoi, et il faut que vos internautes me comprennent bien, Monsieur Malou Malou, prêtre de son État, n'agit ni en chrétien,
ni encore moins en prêtre, et surtout pas en président de la CENI au service du peuple congolais. Et tout ceci est extrêmement malheureux. Nous sommes partis pour encore un imbroglio, et encore une fois, c'est un organe républicain qui travaille contre le peuple du Congo. Alors, quelle serait la meilleure formule? Il nous faudrait probablement arriver vraiment au pouvoir par la volonté du peuple. Et moi, je pense que la solution, le début de la solution à tout ceci, c'est la mise en application rigoureuse de l'article 64 de la Constitution du 18 février 2006, si ma mémoire est bonne, qui donne au peuple du Congo, aux citoyens congolais, le droit de s'opposer à quiconque prend le pouvoir par la malice, par la force, etc. Or, la CENI semble travailler non pas pour apaiser les esprits, non pas pour asseoir la démocratie, mais plutôt pour semer la zizanie, pour semer la confusion. Et puis à un moment donné, dans cette habitude de confusion que nous avons maintenant au Congo, ben voilà, Kabila repasserait ou un autre arriverait un peu à l'insu du peuple congolais, et puis nous allons finir par nous dire, bon, ben, donnons-lui une chance, et c'est reparti pour encore peut-être 5 ans, et peut-être 10 ans encore. Donc, la CENI comme institution, et je dirais même comme super institution en temps de transition démocratique, a lamentablement échoué en République démocratique du Congo, et nous connaissons celui qui travaille activement à cet échec. Il a un nom, Malou Malou, ainsi que son bureau. Ce sont là mes impressions, que vos internautes me pardonnent de les donner avec force, parce que il est inconcevable que le pays qui s'appelle République démocratique du Congo soit constamment pris en otage par quelques individus qui, tout en se revêtant de la lettre de la loi qui les nomme, mais travaillent totalement contre l'esprit de cette même loi, contre la légalité, contre la légitimité et en définitive contre le peuple du Congo. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur cette question, monsieur Kabemba. Ok, on passe directement au deuxième sujet. Le président du Burundi, monsieur Pierre Nkurunziza, brave l'Occident et se présente malgré toutes les pressions comme candidat pour un 3e mandat. Pensez-vous que le président du Burundi vient de donner le temps à tous les grands dictateurs de la région qui hésitaient encore, comme Denis Sassou Nguesso et Paul Kagame et Joseph Kabila, bien sûr? Monsieur Kabemba, je pense plutôt l'inversé. Je sais que ça va être un peu surprenant, mais vous allez le voir à l'analyse assez rapide que je propose à vos internautes. Je pense que monsieur Nkurunziza du Burundi ne risque pas d'inspirer les Kagame, les Kabila et les autres. Je pense surtout que c'est lui qui s'inspire de ces pires chefs d'État africains que vous avez cités. Pourquoi je dis cela? Parce que pour parler d'abord de l'Occident, voyez-vous, nous parlons du Burundi et de l'élection présidentielle au Burundi. Mais le mot Occident surgit au milieu du débat comme si l'avenir du Burundi devait dépendre de l'Occident. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? C'est que l'Occident a toujours blâmé, mais du bout des lèvres, les individus qui ne respectent pas la constitution de leur pays. Je parle ici des chefs de l'État. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'a toujours fait l'Occident? Il a toujours laissé faire. Toujours. Comment est-ce que Kagame est arrivé au pouvoir? Comment est-ce que Joseph Kabila est arrivé au pouvoir? Comment est-ce que Sassou Nguesso est revenu au pouvoir? C'est toujours par un coup de force. Et l'Occident, qui, pour des raisons soi-disant humanitaires, va se mettre en désaccord, mais en réalité, les armes viennent d'où? Le renseignement militaire vient d'où? Et la coopération finit par s'établir avec les mêmes individus. Deuxième élément, les oppositions ou l'opposition au Burundi, comme ailleurs en Afrique centrale, pour ne parler que de cette région de l'Afrique, a toujours gueulé contre
les chefs de l'État qui ne respectent pas la Constitution. Au Congo, nous en savons quelque chose. Mais en définitive, les hommes et les femmes qui composent l'opposition ou les oppositions sont tous, enfin tous, j'exagère, finissent pour la plupart par être corrompus, par rejoindre le camp du plus fort, de celui qui est au pouvoir. Donc, l'opposition peut aujourd'hui dire non et à bon droit, mais en définitive, le pouvoir va acheter quelques consciences félonnes facilement. Et ça va déstructurer le combat, et alors on va rentrer dans une espèce de statu quo et puis de normalisation jusqu'aux prochaines élections. J'ai parlé donc de l'Occident, j'ai parlé de l'opposition, je parlerai quand même un petit peu du peuple, au Burundi ou ailleurs. Qu'est-ce que font généralement les peuples de ces pays? Le peuple connaît de temps en temps, connaît des temps forts de mobilisation, notamment à l'approche des élections. Mais dans les faits, n'est-ce pas, la combativité du peuple finit par s'émousser. Et alors après, on se dit, on attend les prochaines élections. Regardez ce qui s'est passé au Congo-Kinshasa. 2011, moi j'ai écrit et publié un livre que vous connaissez où je prends position pour le candidat qui a été élu et où j'essayais de démontrer comment on peut arriver au pouvoir. C'est que je démontrais mes propositions. Je ne dis pas que les Burkinabés se sont inspirés de moi, mais ils les ont mises en application. Donc le peuple de la capitale a débordé les forces de répression. Et même l'opposition au Burkina Faso ne pensait pas que le régime s'écroulerait, ou en tout cas pas aussi vite. Mais le peuple étant là debout, eh bien le régime tombe et il faut maintenant refaire l'État. Or, qu'est-ce qui s'est passé après 2011? Je rendrai toujours hommage au peuple du Congo et aux martyrs sans nombre que nous continuons de déplorer, mais en définitive, aussi bien les candidats élus comme Tshisekedi que l'opposition, tout le monde à un moment donné finit par se remettre dans l'expectative et puis on attend les prochaines élections. Aujourd'hui, il n'est pas jusqu'à l'UDPS j'ai suivi dans votre site à un moment donné un débat à Kinshasa entre un représentant de l'UDPS et Fumototo. Le représentant de l'UDPS disait mais non, l'UDPS est un parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir, c'est un peu douteux. Aujourd'hui, l'UDPS attend d'aller aux élections. Donc, au fond, l'UDPS reconnaît donc que Kabila a été président de la République pendant ce temps. Voyez-vous, on ne peut pas totalement blâmer les gens qui finissent par se lasser, mais c'est ça la réalité au Burundi aujourd'hui. Donc, Nkurunziza ne va pas inspirer les Kabila et les autres. Il s'inspire, lui, il tire les leçons de l'histoire de la présidence de la République en Afrique centrale, parce que ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il s'est toujours fait, c'est-à-dire un coup de force contre les institutions, contre la République, qui va être entériné finalement par l'Occident, après quelques tués, etc., dans la population, et puis quelques leaders de l'opposition qui vont être achetés facilement, et à un moment donné, le peuple va se dire, très bien, on attend les prochaines élections. Donc, voyez-vous, contrairement aux analystes qui pensent que c'est lui qui va inspirer, je dis non, il s'inscrit simplement dans la logique de ce qui s'est toujours fait. N'oublions pas, pour terminer, M. Kabemba, que dans l'histoire du Congo, depuis 1960, l'Occident a toujours joué la troisième voie. Entre Lumumba et Kasavubu, ça ne va plus, l'Occident joue Mobutu. En 1965, Kasavubu reprend le même jeu avec Tchombe en nommant comme formateur Évariste Kima puis d'autres. Mobutu joue la troisième voie. Eh bien, au moment où arrive, n'est-ce pas, la conférence souveraine nationale, entre l'opposition virulente et Mobutu, il y aura une autre voie. Ça va être l'AFDL. Et entre, encore une fois, Laurent Désiré Kabila et l'Occident, à travers le Rwanda et l'Ouganda, etc., il y aura encore une autre troisième voie, c'est Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, nous devons nous poser sérieusement cette question, aussi bien au Burundi qu'ailleurs, qui est la troisième voie? Nous ne la connaissons pas, mais nous risquons un jour de nous réveiller avec un coup d'État, avec
Kabila, par exemple, a assassiné Nkurunziza, et là, quelqu'un émerge et le peuple applaudit en disant, ben voilà, nous avons finalement un chef de l'État. Ce sera toujours dommage aussi longtemps que le peuple ne réussira pas à prendre le pouvoir, à imposer, même par la force. Quand je dis la force, je ne pense pas aux armes. Au Burkina Faso, le peuple n'avait pas d'armes, mais il a réussi à jouer sa carte. Et aujourd'hui, l'histoire du Burkina Faso risque d'être complètement bouleversée par cette donne. Si vous faites comme Blaise Compaoré, très bien, le peuple risque de vous mettre dehors. Voilà ce que je souhaite pour le Congo, voilà ce que je souhaite pour le Burundi et pour l'Afrique centrale. Sont là, M. Kabemba, quelques éléments de réponse à votre question. Mais j'ai une question par rapport à l'Occident. Je voudrais essayer de comprendre pourquoi l'Occident, des fois, comme vous avez dit, ils soutiennent certains dictateurs. Après un moment, ils se lassent de ces dictateurs. Subitement, ils deviennent des démocrates. Ils ont des super valeurs qu'ils veulent défendre. Ils utilisent ces valeurs pour salir ces dictateurs. Et ils organisent des coups d'État, comme vous avez dit, ou des révolutions téléguidées, ou je ne sais quoi, pour remettre encore un autre dictateur neuf qui va subir le même cycle encore. Pouvez-vous analyser pour nos internautes, c'est quoi qui est derrière ce cycle que je peux dire de violence et d'abrutissement? Très bien. Mon analyse serait la suivante. Posons-nous, je vais, si vous voulez, reformuler votre question. Que gagne l'Occident en se comportant de cette façon, et spécifiquement en Afrique et en Afrique noire, particulièrement, singulièrement en Afrique centrale et au Congo surtout? L'Occident gagne il s'est développé pendant environ un siècle, ou un peu plus d'un siècle d'ailleurs, il s'est développé une certaine conception de l'Afrique qui demeure celle de certains ethnologues d'antan. Pour l'Occident, nous avons été des primitifs, et puis nous sommes aujourd'hui des sous-développés. Et puis à un moment donné, on va dire que nous ne connaissons pas la démocratie. Bref, regardez bien le vocabulaire qui sert de schème d'analyse en Occident des réalités politiques en Afrique noire, et vous verrez que ce sont toujours des termes dépréciatifs. C'est plus que des mots, c'est toute une conception de l'Africain. Et donc, si vous parlez par exemple du pouvoir, moi j'ai, dans mes enseignements, à un moment donné à l'Université de Montréal, j'ai montré combien les Mossi, par exemple, en Afrique de l'Ouest, mais pendant le Moyen-Âge en Europe, ils avaient déjà une démocratie. Cheikh Anta Diop l'a démontré, une démocratie de type avec un roi, mais et aussi un parlement. Vous voyez? Et donc, j'ai parlé à un moment donné dans notre Congo à nous, de Bakuba, qui avait même un ministère des esclaves. Et le ministre était un esclave, avec les mêmes prérogatives que tous les autres ministres. Il y avait un ministère de femmes. Et la ministre était une femme, donc le féminisme avant terme. Mais ça a soulevé un tollé incroyable dans la salle de classe, pas par les étudiants, mais par le professeur qui m'avait invité à son cours. Pour lui, le pouvoir en Afrique traditionnelle a toujours été dictatorial, etc. Donc il y a cette vision qu'on a de l'Afrique. L'Occident a beaucoup de mal et aura beaucoup de mal à voir l'Afrique noire autrement que comme un terrain conquis. Particulièrement la France. Vous savez très bien comment elle est toujours intervenue au Tchad, en République centrafricaine, et puis il y a quelques années, il n'y a pas tellement longtemps d'ailleurs, en Côte d'Ivoire. Ne parlons pas de Congo-Brazzaville. La Légion, vous savez d'ailleurs, et vos internautes doivent le savoir, la Légion étrangère est probablement la seule armée nationale, ou la seule partie d'une armée nationale en Occident qui est ouverte à toutes les nationalités. Peu importe qui vous êtes, votre identité ne compte pas. Vous fuyez la justice de votre pays, allez à la Légion étrangère, vous serez accueillis. Et la Légion étrangère est une armée de choc, mais qui ne peut pas être basée en métropole française. Elle se trouve spécifiquement à Djibouti en Afrique. Il faut se poser des questions, pourquoi ? Et quand donc la France vous envoie la Légion étrangère, vous êtes foutus. Je me souviens parfaitement, et vos internautes doivent le comprendre.
d'un petit mot du général Schwarzkopf qui a dirigé l'opération Tempête du désert, la première guerre du Golfe contre Saddam Hussein. À la fin de la guerre, il donne une interview où il dit « Mais j'avais besoin à un moment donné de capturer Saddam Hussein et puis j'ai demandé la Légion étrangère. La France m'a envoyé quelques éléments et ils l'ont localisé facilement, ils pouvaient l'avoir. Sauf que les ordres sont arrivés, laissez tomber. » Et alors il dit après la guerre, quand je suis allé les remercier, ils m'ont remis un numéro de téléphone. Et ils m'ont dit, si un jour vous avez des petits problèmes à résoudre, appelez ce numéro. Et ça, c'est l'armée nationale française. Au fond, c'est un ramassis, c'est une armée de mercenaires. Voilà la réalité de l'Occident, de l'Europe, tout particulièrement sur l'Afrique noire. Voilà pourquoi aussi, chaque fois que l'Afrique veut émerger, ou des figures africaines veulent émerger, Nkrumah, Lumumba, on peut citer comme ça énormément de gens jusqu'à Thomas Sankara, et ça continue, c'est pas fini. Chaque fois que quelqu'un a une autre vision de l'Afrique que celle qui consiste à servir l'Occident contre le peuple de son pays, il est systématiquement éliminé physiquement. Alors donc, au-delà de cette conception et de cette praxis, parce que ce n'est pas juste au niveau de la conception, l'Occident met les moyens de sa politique. Il y a la donne économique. Nous savons très bien par des auteurs comme Hannah Arendt et d'autres que la deuxième moitié surtout du 19e siècle, le capitalisme ayant pratiquement épuisé le monde occidental, avait besoin d'aller chercher la matière première ailleurs, donc de poursuivre l'investissement ailleurs. Et c'est comme ça que l'Europe particulièrement va beaucoup s'intéresser à l'Afrique. Nous savons ce qui est arrivé en 1885 à la conférence de Berlin. Mais il nous faut comprendre que les intérêts économiques dans certains pays, dont le Congo, depuis ce moment-là, les intérêts économiques de l'Occident au Congo, par exemple, sont si énormes qu'en aucune façon, l'Occident ne peut pas lâcher le Congo. Donc, notre combat est un combat de longue haleine, c'est un combat noble, mais l'ennemi est autrement puissant. La famille Forrest, au Katanga, c'est quasiment l'État dans l'État. Il y avait un autre État dans l'État à l'époque du Congo belge qui s'occupait du Haut-Katanga. Le sigle m'échappe pour le moment. Donc, ça a toujours existé que les intérêts économiques sont plus puissants, même à l'époque léopoldienne, de 1885 à 1908. Sous Léopold II, ce sont les affaires qui contrôlaient le Congo. Alors, de 1908, quand Léopold II cède le Congo à la Belgique, c'est encore la société minière du Haut-Katanga qui va également devenir un État dans l'État congolais. Alors, aujourd'hui encore, nous avons, avec la mondialisation, c'est-à-dire avec les multinationales autrement puissantes, mais on ne peut pas diriger le Congo si on ne lèche pas les bottes de ces gens-là. Alors, il nous faut comprendre, au-delà de toute cette analyse, que les Africains et les Congolais n'ont pas d'autre choix qu'un jour, d'abord de s'unir, comme l'a dit Nkrumah, Africa should unite. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire bloc, mais faire bloc, c'est très facile à détruire un bloc. Mais ensuite, il nous faut, selon moi, et ceci c'est une proposition que je fais suite à cette analyse, ce n'est pas seulement en prenant le pouvoir dans la capitale que nous y arriverons. Il faut occuper totalement le terrain dans l'arrière-pays, le terrain administratif, le terrain politique, mais aussi et surtout le terrain économique. Le jour où de grands intérêts économiques dans l'arrière-pays du Congo seront des intérêts congolais, eh bien, il y aura moyen d'influer sur la politique au niveau central. Mais pour le moment, tout est décidé strictement à Kinshasa. Voilà pourquoi, à partir du moment où l'Occident contrôle le président de la République, ben, il contrôle tout le reste. Et donc, le combat que nous menons est comme voué à l'échec. Voilà aussi une interpellation pour ceux qui veulent devenir président de la République. Nous entendons parler des leaders qui veulent être candidats, très bien, mais quand on parle des élections locales, provinciales,
beaucoup vont finir par dire, bon, ben nous boycottons. D'autres n'ont jamais eu d'organisation politique à cette échelle-là. Bref, encore une fois, les mêmes individus au pouvoir, avec ou sans Kabila, vont se retrouver majoritaires un peu partout à l'intérieur du pays. Alors, la politique du Congo doit revenir à la réalité congolaise, et cette réalité ne se réduit pas à la présidence de la République. Il faut occuper le terrain dans l'arrière-pays au niveau politique, administratif et économique par les enfants du Congo. Ensuite, nous pourrons influer sur la politique centrale et peut-être en ce moment-là, commencer à nous faire valoir à l'extérieur du pays comme une véritable nation ayant les moyens de sa politique. Ben, une question rapide. Vous venez de parler de ces dirigeants un après l'autre qui sont, on peut dire, exploités par l'Occident. Donc, si on veut résumer, c'est comme quelqu'un qui est mis là aussi longtemps qu'il sert les intérêts. C'est bon, après, quand on en a marre de sa tête, on s'arrange pour mettre un autre qui va mieux servir les intérêts. Pourquoi ces dictateurs, l'un après l'autre, ne tirent jamais des leçons du passé? Très très bonne question. Et je prendrai ici l'exemple de Kagame. Le Kagame que si nous lui accordons des qualificatifs, nous risquons de faire dans la bassesse. Mais Kagame est arrivé au pouvoir de la façon que nous connaissons, dans un fleuve de sang. Et des documents aujourd'hui déclassifiés montrent de plus en plus qu'est-ce qui est à l'origine du génocide au Rwanda, etc. Et nous commençons à savoir que véritablement beaucoup de Hutus ont aussi été physiquement liquidés, mais de manière systématique, bien organisée, de manière très semblable à un autre génocide. Et dire cela ne veut pas dire ne pas reconnaître le génocide des Tutsis. Non, mais l'histoire récente du Rwanda ne s'épuise pas dans le génocide des Tutsis. Il faut le dire, ce n'est pas du révisionnisme, c'est la vérité. Et en plus, Kagame a traversé la frontière. Et il l'avoue avec toute l'arrogance qu'on lui connaît. Et à un moment donné, il a dit que toutes les richesses du Congo ne doivent pas servir seulement l'Occident. Donc il est venu aussi pour les richesses du Congo. Mais ce dictateur sanguinaire qu'est Kagame, à l'échelle de son pays et au niveau de la sous-région d'Afrique centrale, particulièrement au Congo, a fait quelque chose de son pays. Ça veut dire donc que tout président de la République a une marge de manœuvre et peut l'utiliser pour laisser quelque chose. Regardez un peu Moïse Katumbi. Je n'aime pas sa gouvernance. En fait, il n'en a pas du tout. Il n'a jamais donné les chiffres. Et puis, tous ceux qui essaient de poser la question sur sa gestion, etc., sont généralement victimes d'un certain nombre de sévices. Mais lorsque Moïse Katumbi quittera le pouvoir, il restera quelque chose. Ça veut dire qu'il avait aussi cette marge. Il avait cette volonté politique. C'est comme ça qu'on l'appelle. Même Barack Obama, l'homme le plus puissant du monde, au niveau institutionnel, il est lié par toutes sortes de choses au Sénat, etc. Mais il lui restera toujours une petite marge de manœuvre. Quel président américain aurait pu prendre les risques politiques que prend Barack Obama par rapport à l'Iran? Aucun. On n'a jamais vu ça. Le président américain, c'est la guerre, terminée. Et là, c'est une nouvelle. Donc ça veut dire que lui aussi a utilisé la petite marge de manœuvre qui lui reste. Et peut-être que l'histoire des États-Unis par rapport au reste du monde peut changer à partir de cette petite marge de manœuvre. Au Congo, Kinshasa, du premier président Kasavubu à Joseph Kabila, faisons le bilan. Même Mobutu qui est resté si longtemps, oui, il a fait de grandes choses, etc. Mais nous devons nous poser surtout des questions parce que moi, je refuse au niveau de l'analyse de me contenter de quelques actions qui attirent l'attention. La grande chirurgie de Maluku, qu'est-ce qu'elle est devenue? La ligne Ingashaba, combien de villes et de villages sont éclairés sur son parcours de 2000 km? C'est tout ça que nous devons nous poser comme question. Alors quand on réfectionne le boulevard du 30 juin en prétendant à Kinshasa, en prétendant que ça a coûté autant d'argent, mais combien de Congolais vivent le long de ce boulevard? Alors, c'est pour donc dire que oui, il y a
toujours une marge de manœuvre, mais la volonté politique qui manque terriblement. Et cela, surtout si vous arrivez au pouvoir avec l'idée que c'est votre tour de mettre la main dans le sac. À partir de ce moment-là, vous ne dirigez pas le pays, vous vous préoccupez, n'est-ce pas, de piller le pays. Donc, au fond, l'Occident aime ce genre d'individus. Même Étienne Tshisekedi, les Occidentaux savent pertinemment qu'il a été élu, mais Tshisekedi, selon le vocabulaire occidental, n'est pas fiable, n'est pas totalement contrôlable. Il n'est pas sûr, on ne sait pas ce qu'il pourrait faire. Avec des slogans comme « le peuple d'abord », il risque de modifier certaines choses. Alors ils ont préféré maintenir Joseph Kabila, mais vraiment la pire des solutions possibles. Voilà ce que je pense, c'est que ce n'est pas facile. Aucun pays au monde, pas même les États-Unis d'Amérique, ne peut dire les institutions fonctionnent parfaitement, les dirigeants ont toute la latitude. Non, ça n'a jamais existé, ça n'existera pas. Mais il y a toujours une marge de manœuvre, mais quelle est la volonté politique pour l'utiliser et dans quelle mesure, dans le cas du Congo par exemple et d'autres pays d'Afrique noire, dans quelle mesure est-ce que ceux qui sont au pouvoir pensent que ce pouvoir est un service public? Je suis président de la République pour servir et non pas pour être chef. Le président de la République est payé, logé, nourri, véhiculé, etc. par le peuple de ce pays-là. Mais dès que quelqu'un est président de la République, il se sent être le chef, celui qu'on doit respecter inconditionnellement. Et moi, je me souviens, pour terminer, M. Kabemba, que cette mentalité du chef inconditionnel, nous l'avons à presque tous les niveaux de la vie ordinaire. L'exemple est simple. Vous, Yves Kabemba, vous n'avez jamais fait d'études de pharmacie, mais vous êtes propriétaire des pharmacies. Vos pharmaciens de formation qui travaillent pour vous vous disent qu'on ne peut pas acheter tel produit à tel moment, on ne peut pas embaucher tel personnel à tel moment. Vous leur direz facilement voilà un peu la réalité du chef. C'est moi le boss, c'est moi le chef, c'est moi le propriétaire. Alors ce que je dis, vous l'exécutez. Même quand ça va contre les intérêts de l'entreprise. Alors, le chemin est long, il est difficile, mais l'espoir, selon moi, demeure. C'est un espoir d'abord d'éducation des gens, y compris des intellectuels qui croient savoir. Mais c'est aussi l'espoir d'une action. Et sur le plan de l'action, j'ai nettement l'impression que le peuple du Congo, l'homme le plus simple du peuple du Congo, a commencé à comprendre et à agir. Sans la vigilance des Congolais à Maluku, nous n'aurions jamais su qu'il y avait des charniers. Malgré le verbiage de Évariste Bouchab et de Lambert Mende, mais chacun sait que ces gens-là ne travaillent pas pour le Congo, ils travaillent pour Kabila. Donc, ce sont des Congolais qui ont apporté ça sur la place publique et c'est cela l'espoir. Je souhaite donc à ceux qui veulent devenir président de la République au Congo de méditer ces éléments. Prendre le pouvoir à Kinshasa n'est rien si vous n'avez pas le pouvoir à l'intérieur. Et surtout, le pouvoir économique qui vous donnera les moyens de votre action politique, pas seulement à l'intérieur, mais vis-à-vis de l'étranger. C'est aussi la mentalité selon laquelle la présidence de la République, c'est un service public. Mais ce n'est pas un chèque en blanc pour devenir le chef. Vous êtes le serviteur du peuple. Le jour où nous aurons quelqu'un comme ça, qui saura s'entourer, je pense que oui, quelque chose changera. Et je sais que ce jour-là arrivera. Voilà ce que je pourrais vous dire ce soir, M. Kabemba. Ok, rapidement pour clôturer, c'est un bref sujet par rapport à l'opposition qui constitue, les journaux titrent l'opposition ne constitue pas une alternative crédible pour les prochaines élections. Comme vous avez dit tantôt que peut-être on aura une troisième voie, mais historiquement justement je voudrais soulever le cas de certaines personnalités comme Gandhi à son temps pour lutter contre l'armée britannique était
pouvait mobiliser plus de 200 millions de personnes dans les rues. Est-ce qu'on peut croire un jour qu'on pourrait obtenir un homme politique au Congo qui aura une telle légitimité populaire de sortir peut-être 10 millions de personnes dans les rues à Kinshasa? Oui, je crois qu'on peut en avoir et je sais surtout qu'on en a déjà eu. Mais bon, c'est le passé. Lumumba a été nous. Je pense qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, vous et moi, les Congolais n'ont pas encore pris toute la mesure des idées politiques de Lumumba. Nous savons seulement qu'il était assez exceptionnel. La plupart des livres sont écrits par des Occidentaux et dans une certaine perspective. Je me souviens que Laurent Désiré Kabila est arrivé au pouvoir, dis-je, en jouissant d'un capital exceptionnel de sympathie. Mais regardez la première loi qu'il édicte. Il est lui-même président, il est lui-même le Premier ministre, il est lui-même le ministre de la Défense, toute activité politique est suspendue. Dans quelle mesure est-ce qu'il aurait pu faire une révolution sans le peuple? Et alors donc, à côté de cela, je veux bien que les Rwandais et les Ougandais étaient beaucoup trop présents autour de lui, mais tout de même, il a cassé le commandement des phases. Ce sont les gens des autres pays d'Afrique centrale qui venaient se faire former à Kotakoli. Mais quand vous cassez le commandement d'une armée, l'armée n'existe plus. Parce que les hommes de troupes sont formés pour obéir. Et il a nommé James Kabarebe, a été à un moment donné le chef d'état-major général de toutes les forces de notre pays. Je veux bien que Laurent Désiré Kabila n'avait pas toute la latitude pour agir, mais une fois qu'il a réussi, et chapeau pour lui, à chasser ces gens-là, ça aurait été le moment pour lui d'ouvrir le jeu politique pour dire « ce sont eux qui m'empêchaient de travailler avec mon peuple ». Non, même après cela, le jeu politique restait complètement fermé. Alors, nous avons comme ça des gens qui ont eu quand même une sympathie assez exceptionnelle du peuple. Mais Laurent Désiré Kabila, pour parler de ce cas-là, est arrivé avec l'idée de la révolution à la manière de Mao Tse-tung, etc. La révolution avec un guide éclairé et puis une direction du parti qui guide tout. Non, aujourd'hui, les mentalités ont évolué. Celui, je crois, qui travaillera véritablement pour le peuple et avec le peuple. C'est celui-là qui va changer. Peut-être que lui ne fera pas grand-chose, mais il va initier. Il va mettre le peuple, la République démocratique du Congo sur la voie du renouveau, de quelque chose de formidable. Mais jusqu'au moment où nous parlons, il n'y a pas un seul chef de l'État qui n'ait pas travaillé contre son propre peuple. Kasavubu, mais il a torpillé l'action de Lumumba. Et en faisant cela, il a plongé la démocratie dans le chaos. Mobutu, n'en parlons pas. Laurent Désiré Kabila, je viens de l'évoquer, Joseph Kabila, faut-il le dire, du début à la fin, Joseph Kabila, quelqu'un dont la nationalité plus que douteuse. Moi, j'ai écouté Charles Onana qui comparait son cas à celui de Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara, à un moment donné, même si c'est pour des raisons politiques, à un moment donné, on lui a décerné la nationalité. Et Joseph Kabila n'a jamais dit un seul mot, n'a jamais posé aucun geste pour apaiser les esprits des Congolais à propos de sa nationalité. C'est un signe de mépris total. Or, c'est cet individu-là qui dirige le Congo depuis bientôt un peu plus de 10 ans. Donc, oui, je crois que ces hommes-là existent. Je crois que le contexte se prête de plus en plus pour qu'ils émergent, mais ceux que nous appelons les leaders actuels de l'opposition, pour la plupart, ils ont les yeux tournés vers l'Occident. J'ai maintenant l'aval de l'Occident, c'est moi qu'ils vont accepter. Comme en 1960, avant le 30 juin, combien de leaders congolais ne faisaient pas un voyage en Belgique, puis revenaient en disant « j'ai été mangé à la même table que le roi Baudouin, il m'a donné l'indépendance, yango yo nasimbi yango na sacoche ». Alors il y a des malins qui ont dit « bon, lakisa, non, non ». Les autres vont dire « lakisa te sinon balou bakozwa » ou bien « lakisa te soukite bakongo bakozwa ». Donc, on est encore presque en 1960. C'est des gamineries. Je veux bien qu'on ne peut pas changer les choses au Congo en ignorant la donne occidentale, qui pèse lourdement. Mais il nous faut des gens qui ont derrière
cette espèce d'allégeance à l'Occident, le grand souci du peuple. Et pas vous arrivez au pouvoir, vous commencez par monter des unités, l'armée, la police, etc., tourner contre le peuple. Nous pouvons nous poser la question de savoir, la police congolaise a attrapé combien de malfaiteurs, sinon des gens paupérisés par le régime, comme les opérations contre les Kuluna. On ne se pose pas la question de savoir d'où vient qu'en très peu de temps, les enfants de la rue se multiplient à une telle vitesse. Non. On décide qu'on va en arrêter quelques-uns, on va liquider quelques-uns physiquement. Puis alors voilà, on a nettoyé le Congo du phénomène Kuluna. C'est de la fumisterie, c'est jeter la poudre aux yeux des gens. Ces gens-là ne travaillent pas pour le Congo. Voyez tout simplement, pour finir, M. Kabemba, le travail que fait celui que l'on appelle le général Kanyama. Toute sa grandeur de général consiste à réprimer le peuple du Congo. Les seuls exploits qu'on connaisse à cet individu, c'est la répression la plus violente possible des enfants du Congo, au profit de quelqu'un qui a toutes les chances d'être un étranger, Joseph Kabila. C'est assez pénible même à dire, mais je reste profondément confiant parce que l'histoire d'un pays est faite de rebondissements. Cet Occident que nous admirons aujourd'hui n'a pas toujours vécu comme ça. L'ancien régime, la royauté de droit divin, ils ont mis pratiquement 10 siècles avant de s'en débarrasser. Le Congo s'en sortira. L'Afrique se lèvera. C'est inévitable, c'est la loi même de l'histoire. C'est comme ça, mais pour le moment, nous traversons encore l'âge des ténèbres. Et je sais que, comme disent les gens habituellement, si longue soit la nuit, le jour finit toujours par se lever. Ok, merci professeur Emongo pour cette analyse. Nous vous retrouvons peut-être jeudi ou lundi prochain pour une nouvelle analyse. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Vive le Congo, vive l'Afrique, vive la liberté et je salue tous vos internautes. Ok, merci. L'analyse du jour.